C'est une parodie. Ça fait 2 ans, vous l'avez dit, que la Russie a scandaleusement agressé l'Ukraine en violant le droit international. Ça fait 2 ans que la France contribue à la défense de l'Ukraine et jamais le Parlement n'a été consulté en 2 ans alors que nous avons dépensé des milliards sur cette question. Sauf que là, l'argent monte en puissance, on va donner 3 milliards en 2024, donc c'est nécessaire là quand même de se bien déjà, c'est que le gouvernement nous dise où il va prendre ces 3 milliards quand dans le même temps il fait un plan d'austérité de 10 milliards sur l'école, sur la santé, etc. Ça, c'est un point sur lequel il faudrait que le Premier ministre au moins réponde, mais surtout, nous n'allons pas voter sur l'accord, parce que justement, vous l'avez dit, c'est un accord et non pas un traité. Donc le vote du Parlement ne porte pas sur l'accord. C'est faux de dire que le vote du Parlement porte sur l'accord. L'accord, il a été signé par le président sans demander l'avis de personne et c'était il y a 15 jours et on ne va pas revenir sur la signature du président par ce vote, même si le vote était négatif. Donc il s'agit d'une parodie de consultation. Mais c'est bien ce qui est prévu dans l'accord, un soutien financier, bien sûr, une aide matérielle, humaine aussi. Tout à fait, mais ça c'est ce que le président a décidé tout seul, sans demander l'avis du Parlement. Et aujourd'hui, le vote qu'on nous demande, c'est faux de dire que c'est sur cet accord. Alors c'est quoi? Il y a quoi derrière ce vote pour vous? Derrière ce vote, il y a l'ensemble des déclarations du président depuis 15 jours sur la question de la dissuasion partagée potentiellement avec nos partenaires européens en Suède. Il y a la question de l'envoi de troupes au sol. Il a bien dit troupes au sol, c'est-à-dire des soldats combattants. Il n'a pas parlé de personnel au sol ou autre. Il a dit troupes au sol, donc ce sont des combattants. Et ensuite, il l'a réitéré en évoquant la lâcheté de ceux qui seraient contre cette solution à Prague. Donc on a bien entendu Sébastien Lecornu ensuite dire qu'il n'y avait aucun envoi de troupes au sol prévu. Qui est le chef des armées au sens de la Constitution aujourd'hui? Qui peut déclarer la guerre? C'est le président de la République. Sauf que cet accord bilatéral, il ne porte pas sur l'envoi des troupes. Bien sûr, mais le problème c'est que justement nous ne votons pas sur l'accord bilatéral aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allez vous prononcer sur les déclarations du président de la République. Nous ne pouvons pas faire autrement, puisque de toute manière l'accord est ratifié, il est signé, le Parlement n'a pas son mot à dire là-dessus. Aujourd'hui, on nous demande de voter sur l'aide de la France à l'Ukraine. Et l'aide de la France à l'Ukraine, je suis désolé, aujourd'hui dans la Constitution, celui qui décide, c'est le président. Et le président s'est exprimé à tort et à travers, de manière irresponsable, ces 15 derniers jours. Je suis désolé, le vote aujourd'hui ne peut pas être décorrélé du contexte dans lequel, et Monsieur Lecornu a beau dire ce qu'il veut, le chef des armées, c'est le président de la République. Si le président de la République dit on envoie des troupes au sol, Monsieur Lecornu, il s'exécute. Alors on va éclaircir cette position. Absolument pas, parce que le président a parlé de troupes au sol. S'il avait voulu parler de ce dont vous évoquez, il aurait utilisé le terme personnel au sol. Il y a des mots, et en diplomatie, et sur les questions de défense, les mots sont importants et ont un sens. Et d'ailleurs, les personnels qui s'occupent du maintien en condition opérationnelle du matériel, ce sont des civils. Donc ce ne sont pas des troupes, ce sont des personnels civils qui servent et qui réparent le matériel. Les militaires peuvent former, mais dans ces cas-là, on parle de personnel au sol, on ne parle pas de troupes. Le président, le président parle un petit peu trop vite et il ne fait pas attention aux mots qu'il utilise, ou alors moi je pense plutôt qu'il fait particulièrement attention aux mots qu'il utilise et qu'il avait volontairement évoqué la question des troupes. Et d'ailleurs c'est ce que tout le monde a compris, y compris le président Biden américain qui a désavoué la France. C'est-à-dire que le président a fait une seule chose. Il a servi... Mais même Volodymyr Zelensky a dit que les Français ne mourront pas en Ukraine. Oui, alors... Il a dit, si vous regardez précisément, tant que l'armée ukrainienne tient, l'armée française n'aura pas à venir sur le territoire ukrainien. Donc ce qui veut dire que le jour où l'armée ukrainienne est enfoncée, il sera bien content que l'armée française vienne. Et là, on reviendrait à la même question, c'est la question des troupes. Et donc le président français, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a servi les intérêts de Vladimir Poutine. Il a mis au jour le fait que ni les Américains, ni les Allemands, ni les Britanniques ne voudraient envoyer des troupes au sol. Et l'OTAN lui-même a dit qu'il n'y aura pas de troupes otaniennes. Il y a eu un désaveu des alliés sur cette question-là. Aujourd'hui, Poutine est au courant qu'aucune troupe occidentale d'une armée qui est capable d'agir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'armées au sein de l'OTAN qui sont capables d'agir, à part la France et les États-Unis et la Grande-Bretagne, et encore ça se discute. Mais en tout cas, aucune de ces 3 armées n'enverra de troupes au sol. Donc c'est-à-dire que ça va être quoi les troupes otaniennes au sol? Des Lettons? Je n'ai rien contre les Lettons, mais je suis désolé, ce n'est pas l'armée lettonne qui fera stopper l'armée. Astrid Panosyan-Bouvet, Bastien Lachaud, vous allez voter contre cet accord bilatéral de sécurité, vous confirmez? Oui, à moins que Gabriel Attal annonce des choses totalement différentes de ce qu'a dit le président, et même cela n'a pas de sens. Je le répète, le chef des armées c'est le président, donc ce qui compte c'est ce qu'a dit le président. Donc nous ne voterons pas contre l'accord,
Ce n'est pas la question. Mais c'est bien ça sur lequel on vous demande de vous prononcer. Pas du tout. On nous demande de nous prononcer sur le discours du Premier ministre. Sauf que nous le savons, le Premier ministre, en termes de défense, n'a aucun pouvoir. C'est le président. Donc nous ne voterons que sur les déclarations du président Macron, parce que c'est la seule chose qui aujourd'hui compte malheureusement dans la Constitution de la Ve République. Ce vote, il va mettre en lumière quand même des divisions à gauche. On voit que le Parti socialiste, que les écologistes devraient se prononcer pour cet accord. Eh bien écoutez, ce seront eux qui seront responsables de leur vote. On le voit aujourd'hui avec le Raphaël Glucksmann qui tient un discours aussi très proche de celui du président sur la question ukrainienne. Aujourd'hui, il y a un désaccord entre la question de la guerre et la question de la paix. Il y a des gens qui sont pour la paix et il y a des gens qui sont pour la guerre. Parce qu'aujourd'hui, le conflit entre... Mais vous dites quoi? Il faut négocier avec Vladimir Poutine, quitte à laisser tomber la Crimée, une partie de l'Ukraine? Nous n'avons pas le choix, nous devons négocier. Aucune guerre au XXe siècle ne s'est terminée hors de négociation, à part la Deuxième Guerre mondiale, quand nous avons roulé en tank sur Berlin. On ne roulera pas en tank sur Moscou. Donc il faudra négocier à un moment ou à un autre. Je ne suis pas sûr que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, la situation ukrainienne soit meilleure pour négocier. Nous devons aujourd'hui, nous, et c'est le rôle de la France historique, grande puissance, membre d'une Conseil de sécurité des Nations Unies, doté de l'arme nucléaire, d'aider à construire ce cadre de négociation. Ce n'est pas à nous de dire ce que disait Emmanuel Macron que les gens doivent au négocier. Début. Alors, juste un mot et puis on va retrouver Laurent Jacobelli. Nous n'avons jamais eu aucune accointance avec la Russie. Nous avons été les premiers à dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine. Nous sommes des indépendantistes français, c'est-à-dire que nous ne nous alignons sur aucun camp. Par contre, notre ligne, c'est le respect du droit international. La Russie a violé le droit international, nous soutenons l'Ukraine. Mais par contre, madame, si vous nous dites que Poutine est un dictateur avec qui on ne peut pas négocier, la seule solution, c'est d'aller jusqu'à Moscou, renverser le régime et changer le régime. Sinon, ça veut dire qu'il faut négocier. Il faudra négocier, et d'ailleurs même le président Zelensky est prêt à négocier. On peut tout à fait soutenir. Et pour négocier, il faut être en position de force, la Russie. Et quand on négocie, c'est pas en ayant 20% de son territoire qui est déjà annexé ou occupé par des troupes qui ont par ailleurs commis des crimes de guerre dans des villages à 80 km de la capitale. L'Europe ne remplacera pas l'aide américaine. L'aide américaine qui est bloquée, c'est 60 milliards. Jamais l'Europe ne mettra 60 milliards d'armements au profit de l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Mais il faut négocier en position de force, non? Il faut qu'on donne à l'Ukraine les moyens d'être dans les meilleures conditions possibles pour négocier. Mais l'ukraine doit négocier. D'où l'accord et les États-Unis doivent négocier. D'où cet accord précisément pour aider l'Ukraine nous ne votons pas sur cet accord. Ne changez pas le débat. Nous ne votons pas sur l'accord. Sur la mer Noire, on a bien vu que l'Ukraine a réussi mais on ne vote on voit qu'il y a un désaccord en plateau. Le fait que dans cet accord, il y aurait des positions pas forcément très claires sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. C'est pas très clair dans l'accord. Enfin, c'est pas écrit noir sur blanc. Comment vous le comprenez? Mais on voit bien qu'il y a une trajectoire vers ces deux entrées. Nous sommes totalement opposés à l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne parce que déjà, dans notre programme, nous refusons tout élargissement à quelques pays que ce soit, tant qu'il n'y aura pas eu une harmonisation sociale, écologique, fiscale sur les questions de droits humains, parce que cela créerait un dumping terrifiant pour si nous intégrions l'Ukraine au sein de l'Union européenne, les productions agricoles il y aura un problème de concurrence se répandraient sur le marché. Cela baisserait les aides de la PAC de 20% à l'hectare pour chacun de nos agriculteurs. Donc ça serait totalement impossible à gérer socialement l'intégration de l'Ukraine. Et après, se pose la question aussi d'intégrer un pays en guerre. Et alors après, sur l'OTAN, nous sommes... Alors ça impliquerait effectivement qu'on s'engage, qu'on soit co-belligérant dans ces cas-là. Si l'Ukraine rejoignait l'Union européenne, oui, nous serions co-belligérants. Parce qu'il y a un article dans les traités qui nous donne une solidarité. Et au vu des délocalisations qui se sont produites en Roumanie et en Bulgarie, c'était évident que ce processus de 15 ans a permis une harmonisation sociale, fiscale entre la Roumanie et la France. Le salaire moyen en Roumanie n'est absolument pas équivalent au salaire français. Donc il y a un dumping intra-européen. Et ce que l'on voit depuis le début de la guerre, l'Union européenne, pour aider l'Ukraine, a ouvert ses frontières aux produits notamment agricoles. Et aujourd'hui, le poulet ukrainien est en train de tuer le poulet français. Et alors quand on voit aujourd'hui la souffrance de nos agriculteurs, accepter ça et dire oui, on va le faire, c'est irresponsable encore. Donc, alors c'est vrai qu'on est sur une échéance 15 ans. Mais même, regardez la Roumanie, ça a mis 15 ans, il n'y a pas eu d'harmonisation. Tout simplement parce que l'harmonisation, elle est interdite dans les traités aujourd'hui. Donc dire qu'on va aller vers le haut et que...
s'agit pas d'harmonisation. Alors, quand vous parlez ici quand même, on peut pas non plus nier le fait qu'il y a eu quand même une augmentation du niveau de vie en Roumanie, en Bulgarie depuis 15 ans. Le SMIC en Roumanie est équivalent au SMIC français. On parle du niveau de vie, du PIB par habitant qui n'est pas le même depuis la chute du mur. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Pourquoi va-t-on produire nos voitures en Roumanie si elles coûtent le même prix qu'ici? Elles coûtent moins cher, donc il y a un dumping social. Donc cela favorise la délocalisation et cela favorise... Là, on est sur un autre débat qui est le choix de l'industrie automobile française, contrairement à l'industrie allemande, d'aller plus sur le bas de gamme et moins sur le haut de gamme. Voilà. Mais vous ne croyez pas qu'en Ukraine, ça va être la même chose? Alors là, pensez à nos agriculteurs. On vient d'accueillir la Suède, nous sommes défavorables à l'existence même de l'OTAN, qui a construit une logique de bloc et qui crée de la conflictualité et qui isole les pays dits occidentaux du reste du monde. Alors nous sommes partisans d'une sortie progressive de la France, déjà du commandement intégré dès que les conditions le permettront, c'est-à-dire à l'issue du conflit en Ukraine, pour ne pas envoyer de mauvais signaux, parce que nous sommes responsables des accords qui ont été signés. Et ensuite, à terme, de sortir d'une alliance qui ne devrait plus exister. L'OTAN a été créée pour résister au pacte de Varsovie en 1949. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il y a une nécessité, justement, face aux conflits mondiaux? Le pacte de Varsovie n'existe plus, mais quand vous voyez précisément... Qu'est-ce que la stratégie poutinienne aujourd'hui? C'est de reconstituer progressivement les frontières qui ont été perdues avec la chute de l'URSS. Vous ne pouvez pas dire... C'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Les signaux qui sont en train d'être faits dans les pays baltes, ce qui est en train de se passer aussi sur la Moldavie et la Transnistrie, tout ça, ce sont des signaux. Et quand vous dites que l'OTAN constitue un bloc, c'est aussi face à une politique qui est agressive. C'est pas simplement nous qui montrons les bras. Il faut quand même pas oublier qu'il y a un agresseur et un agressé dans cette histoire. Alors on va retrouver... Mais ce n'est pas parce que Poutine a agressé l'Ukraine qu'il va envahir la Pologne, qu'il va envahir les Pays-Bas. Et de toute manière, vu qu'ils sont dans l'OTAN que vous soutenez et que l'OTAN bénéficie du parapluie nucléaire américain, normalement la Pologne et les Pays-Baltes ne risquent rien. Oui, on verra après l'élection éventuelle de Donald Trump.
Sur quoi va porter votre discours ? Écoutez, je pense que c'est clair. Le soutien à l'Ukraine, évidemment, au nom du droit international, mais dans le même temps, l'absence de solidarité avec les propos du président qui nous amène sur une escalade guerrière avec une puissance nucléaire, ce qui serait inédit, deux puissances nucléaires qui se combattraient. Ça n'a jamais existé. La grammaire nucléaire est conçue pour que cela ne puisse pas exister parce que le risque de déflagration est beaucoup trop important et nous voyons là l'irresponsabilité du président de la République et j'ai peur en effet que des raisonnements de politique intérieure et d'échéance électorale ne les conduisent à tenir des propos totalement irresponsables.